Alors, bien le bonsoir à vous tous et vous toutes. On va passer encore une heure ensemble à répondre à différentes questions sur le sujet de ce soir qui est d'acclimater les semis avant de les mettre dehors parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Alors, il y a une acclimatation à faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Fait que je vous souhaite une bonne conférence. Je voulais vous dire aussi que là, je vais exceptionnellement enregistrer cette soirée-là. Parce que c'est possible qu'on dépasse le nombre de participants et puis il y en a qui n'auront pas la chance de l'écouter ou vous pourrez le réécouter. Là, je vais la mettre sur ma page pour que ça soit disponible là, si vous avez besoin de réécouter. Parce que c'est sûr que dans une heure, tout ce qu'on dit n'est pas toujours tout retenu, évidemment, c'est normal. Alors, vous allez pouvoir reviser de cette manière-là. Donc, bienvenue. Et puis, sans plus tarder, vous savez, les semis qu'on fait, on se donne beaucoup de troubles à faire des semis. On essaie d'avoir des conditions idéales. On a parlé beaucoup de luminosité, on a parlé de température, etc., pour avoir des beaux semis. Mais il demeure pas moins que quand on est dans la maison pour faire des semis ou dans un appartement ou peu importe, même dans une serre, on est dans des conditions qui ne sont pas pareilles comme à l'extérieur lorsque les plants vont être rendus là. Okay? Il y a des choses qui changent. Il y a des conditions, il y a des paramètres qui vont changer et ces paramètres-là peuvent changer à un tel point que ça va affecter vos plantes. Okay? Vos petits semis qui sont habitués d'être dorlotés là, dans votre, à l'intérieur, à la température qui est tout le temps constante, puis avec un certain taux de lumière, l'humidité aussi qui souvent à l'intérieur est moins grande. Hein? Des températures comme aujourd'hui, là, c'est humide en démon dehors. C'est bien différent dans votre petite chambre de semis à l'intérieur de la maison quand il y a juste à peu près 50 d'humidité, alors que là, dehors, l'humidité est presque à 100 Donc, ce sont tous des facteurs ou des paramètres qui vont changer lorsque vous allez transférer vos plants dehors et vous devez d'adapter, si on veut, vos plants, les habituer tranquillement. Dans le fond, vous pouvez comparer ça un peu comme, vous savez, là, il arrive le printemps, le beau soleil, le kit. On ne s'en va pas se flanquer au gros soleil en costume de bain du jour au lendemain comme ça, parce que, évidemment, notre peau qui n'est pas habituée à l'intensité lumineuse, ben, on va pogner des coups de soleil, c'est sûr. Hein? On n'a pas un fond là, comme on dit, on n'a pas grillé. Hein? On n'a pas un fond basané qui fait que les pigmentations de notre peau vont mieux supporter le soleil durant l'été. Donc, on y va graduellement, sinon on se brûle. Alors, c'est ça. Les plantes, c'est la même chose aussi. Là. Il y a des facteurs qui vont faire que vos plantes, déjà, si vous avez eu de la misère à les faire pousser, ils ont étiolé. Des fois, ils sont souvent étiolés, ils sont trop longs parce qu'il a manqué de lumière. Tout ça, c'est toutes des faiblesses que le plant a au départ. Et si là, vous les flanquez dehors, puis ils n'ont pas eu une adaptation, vous risquez de les endommager pour de bon. Okay? Alors, les facteurs à vérifier, je parlais de la lumière, entre autres. La lumière, c'est hyper important, évidemment, mais vous n'avez jamais la même intensité lumineuse quand vous êtes en dedans pour vos semis et vos repiquages que lorsque les plants vont être dehors. Okay? Même si vous êtes devant une fenêtre qui rentre le soleil, là, on s'entend que le soleil, c'est quand il passe devant la fenêtre qui est là. OK? Avez-vous regardé combien d'heures à peu près que le soleil est là? Il n'est pas là pendant 10, 12 heures, 14 heures, comme ça va être lorsque les plants vont être dehors. Hein? Et en plus, lorsque vous avez une fenêtre, une vitre ou un plastique qui coupe les rayons lumineux, ce n'est pas le même genre, la même intensité lumineuse ou les mêmes rayons, si on veut, là, qui pénètrent et dont les plants sont habitués. Ça veut dire que lorsque vous allez les sortir à l'extérieur, si vous les flanquez au gros soleil, ils vont faire un peu comme votre peau quand vous sortez trop vite au soleil. Les plants vont brûler, ils vont blanchir, les feuilles vont blanchir, ils vont carrément brûler parce que les pigments ne sont pas habitués à recevoir autant d'intensité lumineuse. Alors, on n'arrive jamais à avoir la même intensité lumineuse que les plants vont pouvoir avoir à l'extérieur lorsqu'on est en dedans. Okay? On a beau mettre des fluorescents, même si on est devant une fenêtre, comme je vous disais, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même les plants qui sortent des serres, quand vous achetez des plants qui sortent des serres, pourtant, dans les serres, c'est très éclairé. Ils reçoivent le soleil toute la journée, en principe. Mais le fait de passer à travers 1 ou 2 polytènes d'épaisseur, il y a une filtration des rayons lumineux qui fait que les plantes ne sont pas habituées. Ils ne reçoivent pas la même luminosité que
lorsqu'ils sortent dehors. Fait que même quand on prend une plante qui vient d'une serre bien éclairée par le soleil, vous flanquez ça dehors, il y a aussi une adaptation à faire. Okay? Vous risquez d'abîmer vos plants. Il va y avoir un retard à ce moment-là. Donc, la luminosité, c'est important. Vous devez habituer tranquillement vos plantes et sortez-les s'il y a lieu. Souvent, on va les sortir dans une couche froide ou sur la galerie, puis on les rentre le soir si c'est trop froid. Mais sortez-les une journée nuageuse. Okay? Sortez pas ça quand il fait un super de gros soleil, vous dites, ah là, ils vont être bien, on va les mettre dehors. Non, là, vous allez les brûler. Okay? Alors, sortez-les lorsqu'il y a une journée nuageuse. Déjà, le fait d'être dehors, même si c'est nuageux, l'intensité lumineuse va être quand même être plus grande que si vous les gardez en dedans. Okay? Ou le temps qui était en dedans, même s'il était au soleil, devant la fenêtre. Alors, la luminosité va être plus grande, mais elle ne sera pas dommageable pour vos plants. Il va avoir le temps de s'adapter. Puis graduellement, là, ça, c'est bon de faire ça là, pendant, je vous dirais, une semaine avant de vraiment là, les mettre au plein soleil dehors. Là. Vous les habituez graduellement comme ça. Et puis, vous allez avoir des plus beaux plants, moins maganés, moins de feuilles qui vont blanchir ou qui vont jaunir. Okay? Donc ça, c'est un premier stress de moins pour vos plantes, la question de lumière. Ensuite, la température. Bon, la température là, dans une maison là, ou dans votre chambre de semis là, est toujours constante. Hein? En tout cas, pour la plupart des gens, là, vous ne faites pas de variation entre le jour et la nuit. Hein? La température du jour comme de la nuit, c'est quasiment tout le temps pareil dans votre chambre de semis. Il n'y a pas une grosse différence s'il y en a une. Mais à l'extérieur, il y en a une méchante différence. Hein? Vous savez là, qu'au printemps, quand les plantes vont être rendues dans le jardin, on pogne des journées de 30 degrés, puis la nuit, des fois, il annonce du gel. Ça fait une méchante différence de température, ça là. OK? Alors, les plants, il faut qu'ils soient habitués à vivre des situations de température plus froide la nuit. Alors, ça, c'est pareil. Vous devez d'acclimater vos plants à des températures de nuit plus fraîches. Donc, arrangez-vous pour avoir un endroit pour que la nuit, ça soit plus frais, quitte à fermer la porte, couper, de toute façon, couper l'éclairage, c'est sûr. Dans la nuit, il n'y a pas d'éclairage. Déjà, l'éclairage, elle donne de la chaleur. Hein? Alors, en coupant l'éclairage, en principe, ça baisse un peu la température. Mais si vous êtes capable d'en trouver une fenêtre, de garder cette pièce-là plus fraîche la nuit, vous allez endurcir vos plants. Ils vont mieux supporter à ce moment-là la transplantation dans le jardin. Ça va pour ça? Donc, la température, il faut qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit. Okay? Quand c'est très, très lumineux, beaucoup d'intensité lumineuse, gros soleil, on peut accepter une température chaude. Les plantes vont le supporter. Si on a des journées nuageuses avec une moins grande intensité lumineuse puis que la température est élevée, ça, c'est pas bon pour les plantes. Ils vont chercher à pousser en longueur parce qu'il y a deux choses qui font pousser les plantes en longueur. Le manque de lumière, trop chaud. Okay? Alors, si vous avez moins d'intensité lumineuse, ça prend une température plus basse. C'est comme dehors. Hein? Dehors, là, quand il fait nuageux, c'est plus frais que quand le soleil nous plombe dessus. Alors, c'est pareil. Il faut que vous recréez ces conditions-là le plus possible si vous voulez que vos plantes n'aient pas trop un gros choc de transplantation quand ils vont être rendus dans votre jardin ou dans vos bacs. Okay. Ensuite de ça, l'humidité. L'humidité de l'air, entre autres, ça, je vous en parlais tantôt. Dehors, c'est souvent beaucoup plus humide qu'à l'intérieur. Et puis, il y a aussi beaucoup plus d'assèchement. Entre autres, il faut que je vous parle en même temps du vent. Le vent qui est un facteur d'assèchement, puis qui est un facteur de refroidissement aussi. Surtout quand ils vendent de l'ouest ou du nord-ouest, c'est un facteur de refroidissement, ça, le vent. Et puis, quand ils vendent, ça a tendance à faire sécher plus vite vos plants aussi. Et là, s'ils sont encore dans des petits contenants, vous allez voir qu'il va falloir que vous arrosiez pas mal plus souvent quand ils sont rendus dehors en train de se faire acclimater, okay, pour toutes ces conditions-là. Alors, surveillez comme il faut les arrosages, parce que dans la même journée, votre peau peut sécher bord en bord. Vous allez devoir l'arroser 2 fois s'il y a une journée venteuse et ensoleillée, là, lorsque vous avez acclimaté vos plantes à la lumière du soleil là, direct. Alors, ça, c'est les facteurs à surveiller là, pour acclimater vos plantes. Donc, ça peut se faire dans une chambre froide. Pas une chambre froide, excuse, une couche froide. Chambre froide, ça, c'est autre chose. Là. Ça va être rendu à la récolte. Dans une couche froide qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un abri, souvent qui peut être en verre ou qui peut être en polythène aussi. Et puis, j'avais montré un modèle d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une capsule, j'avais montré un modèle qui se déplie. Là,
Et puis, il y avait 4 par 6, mais on peut la faire à la grandeur que vous voulez. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont pris le plan et puis qui s'en sont faites, là. Et puis, en fin de compte, ça prend comme une espèce de mini-serre dans laquelle vous allez pouvoir habituer vos plantes à avoir un peu plus de lumière en ouvrant les panneaux. Et puis, mais par contre, pas qu'ils gèlent. Donc, vous êtes capable de fermer vos panneaux pour pas que les plantes gèlent. À ce temps-ci, il est encore un peu de bonheur pour sortir les tomates, les piments, les plantes qui demandent de la chaleur, là. Vous pouvez attendre encore un petit peu là, pour faire ça, surtout pour la nuit. Dans le jour, ça conviendrait. Là, on va bientôt prendre des températures qui vont être en haut de 10, 12, 10, 12, 15. Là, ça commence à être raisonnable là, quand on veut sortir des plants et les habituer. Mais les nuits sont encore fraîches. Là. Alors, pour les plants de tomates, piments, oubliez ça dans les couches froides pour l'instant. Ce qui peut aller rapidement, là, le plus vite possible, sortez ça dehors là, dans les couches froides, c'est les oignons, poireaux, laitue, tous ces légumes qui demandent de la fraîche. Là, si vous avez semé des brocolis, choux-fleurs, choux, c'est des plantes que si vous gardez ça trop à chaleur, ils vont chercher à monter en hauteur. Déjà, quand vous avez vu pour ceux qui ont semé du brocoli, comment est-ce que quand ça pousse, vu qu'il manque de lumière et c'est trop chaud dans les chambres de semis, ça devient une grande tige longue avant d'avoir les cotylédons. Ça c'est cassant, c'est difficile à ce moment-là de retransplanter ça. Alors, ça, tous ces légumes-là qui demandent plus de fraîche, c'est le temps de mettre ça dehors dans une couche froide et surveiller la nuit. S'il annonce des -5, bien là, oups, rajouter une couverture par-dessus la couche froide pour être sûr que ça ne gèlera pas dedans quand même, parce que juste une épaisseur de plastique, ça ne fait pas des miracles. Là, okay? Ça contrôle un peu, ça garde la chaleur un peu, mais ça a sa limite. Là. Si pendant 12 heures, il fait -5, là, ça a le temps de se refroidir en dessous de la couche froide, okay, à l'intérieur. Donc, quand il annonce des nuits comme ça, là, rajouter une couverture isolante par-dessus, là, une couette, une couette que vous ne servez pas, là, ou en tout cas quelque chose qui va être en mesure d'isoler votre couche froide pour la nuit, de façon à éviter là, que ça vienne trop froid dedans. Mais à un moment donné, les oignons, si c'est des oignons, entre autres, là, les oignons poireaux, là, ça endure certains gels même là, lorsqu'ils ont été acclimatés là, pendant une semaine dans ces conditions-là. Okay? Alors, c'est pas mal ça. Couche froide, ben, il y en a qui ont des serres aussi. Alors, les serres, évidemment, ce qui est important, c'est qu'avec ça demande beaucoup de surveillance. Il faut que vous soyez là tous les jours, à tous les matins, il faut aller voir pour ouvrir, parce que si ça reste fermé, la serre comme la couche froide, vous allez brûler vos plantes si le soleil plombe là-dedans. Ça devient extrêmement chaud. Ça m'est déjà arrivé de l'oublier, moi, puis j'ai fait cuire les plantes que j'avais là-dedans, les oignons, les brocolis. Écoute, c'était rendu comme si j'avais fait cuire dans le chaudron. Il faisait 40 en dessous de ça. Quand j'ai ouvert ça, la vapeur a sorti de là tellement qu'il y avait une différence de température. Et puis, j'ai manqué mon coup. Ça m'arrive, moi aussi, des fois, hein, ben, surtout avec ma mémoire là, qui fait défaut de temps en temps. Alors, c'est ça. Ça demande de la surveillance lorsque vous êtes dans des couches froides ou des serres. Puis même au courant de la journée, des fois, la journée commence, elle est froide, c'est venteux du nord, pas de soleil. Là, vous tenez vos portes fermées. Oups, là que le soleil se montre, bien, rendu à ici, ça ne prend pas grand temps pour que ça réchauffe dans la serre ou dans la couche. Ça prend 15-20 minutes, une demi-heure, puis il va faire chaud au coton dans votre couche froide ou dans la serre. Au moindrement que le soleil se montre. Donc, il faut toujours être vigilant, quitte à entrouvrir si vous devez quitter pour la journée. Entrouvrir quand même si c'est nuageux et qu'il n'y a pas de soleil, pour vous assurer que si jamais le soleil se montre pendant que vous n'êtes pas là, que vous ne perdiez pas vos plants. Là. Okay? Donc, c'est de la surveillance. C'est important, là, je veux dire, quand on veut avoir un beau jardin puis tout ça, des plantes, c'est le fun de faire des semis, mais faut être c'est comme des enfants, ça. Il faut surveiller ça tout le temps. OK? Alors, je vais vérifier, voir les différentes questions. Là, j'ai commencé à en avoir. OK, bon. J'ai semé au jardin radis et épinards, ils sont sortis, je me croise les doigts. Oui, bien là, avec ce qu'ils annoncent, s'ils ont sorti, c'est parce que c'était convenable. D'autant plus qu'ils ont dû pogner la neige. Si vous dites qu'ils sont sortis, vous avez semé ça avant la dernière neige qu'on a eue. Donc, ils se sont habitués à la température du sol puis ont sorti à leur rythme. En principe, avec les températures qui annoncent,
Sylvie, ça ne devrait pas créer de problème, là. Les plants vont être en mesure d'endurer ça. C'est des plantes résistantes au froid. D'ailleurs, c'est le bon temps de faire les épinards, les radis, parce que c'est des plantes qui ont tendance à monter facilement en graines lorsqu'il fait trop chaud. Alors, c'est des légumes de fraîche, de froid. Donc, en les semant à cet incite, là, vous allez avoir une bien meilleure récolte. Là. Les plants vont être plus courts, plus trapus, vont faire plus de feuillage. Ça va prendre un peu plus de temps avant qu'ils montent en graines. Là. OK? Carole veut savoir, Carole Léjean veut savoir pour la couche froide. Mais la couche froide, c'est simplement, je vous dirais, une mini-serre basse, okay, avec des couverts que vous pouvez ouvrir pour aller arroser vos plantes ou tout ça. Mais il y a différents modèles. Là, allez voir dans mes chroniques précédentes, cet hiver, entre autres, au mois de janvier, février, je ne me souviens plus trop, j'en avais fabriqué une qui est pliable. Okay, qui se range facilement, qui est pliable, puis là, les arches s'ouvrent, pouf, puis là, vous avez votre couche froide qui est toute faite avec le plastique posé dessus. Allez voir ça sur mes capsules précédentes là, de cet hiver. Ça va vous donner une idée de ce que c'est une couche froide. Puis faites des recherches sur Internet, vous allez voir plein d'informations là-dessus. Là, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a différents modèles, mais dans le fond, ça sert toujours à la même chose, c'est de protéger du gel, des vents, des plantes qu'on vient de sortir, si on veut. Là. Et en même temps, ça sert soit à extensionner, étirer, prendre d'avance sur la saison au printemps et étirer la saison à l'automne aussi. Puis même dans des couches froides, on peut continuer à cultiver des épinards jusqu'au mois de décembre s'il y a lieu. Les épinards vont continuer à vivre en dessous, même si la température est froide et qu'il neige. Alors, les couches froides, c'est ça. La différence entre une couche froide et une couche chaude, parce qu'il existe aussi des couches chaudes, c'est que les couches chaudes, c'est comme la couche froide, sauf qu'au sol, on met une litière de fumier de cheval ou de matière organique qui chauffe, okay, en se décomposant. Et ça, à ce moment-là, ça dégage de la chaleur pour permettre aux plantes de supporter des gels plus grands, si on veut. Okay, donc, c'est la différence entre les couches froides et les couches chaudes. Mais il y a bien de l'information là-dessus sur Internet. Là. Allez voir, là, tapez ça couche froide, puis vous allez avoir des modèles, plein de modèles. OK. C'est ça, Emma, entre autres, la différence entre une serre et une couche froide, c'est surtout la grosseur, je vous dirais, puis la manière qu'on fonctionne avec. La serre, la grosse différence, c'est que, mettons, la couche froide, tu ne rentres pas dedans, la serre, tu es capable de rentrer dedans. Okay? Grosso modo, c'est ça. Mais dans les deux cas, c'est la même affaire. Okay? C'est un abri en plastique ou en vitre qui permet justement d'abriter les plantes. Dans le cas de la serre, tu travailles dedans, tandis que la couche froide, tu travailles de l'extérieur dedans. Ça fait que c'est jamais trop grand, une couche froide. Bon, ça, c'est une question qui n'est pas pour moi. Si on n'a pas de couche froide, peut-on les sortir le jour et les rentrer le soir? Oui, François, c'est souvent ce que les gens font. Là. Tu sors ça sur ton balcon à l'ombre les premières journées, qu'il fait beau, que la température est bonne, c'est-à-dire qu'il fait en haut de plus 10. Sur le côté où ce qui ne vente pas, okay, donc tu mets ça sur le côté sud idéalement, est ou sud, de façon à ce que s'il y a du vent du nord ou du vent de l'ouest, qui sont des vents qui sont froids, tes plantes n'auront pas trop froid. Fait que, tranquillement, tu vas pouvoir les acclimater comme ça. C'est souvent la meilleure façon de faire si vous n'avez pas d'équipement. Mettez ça sur le balcon et puis souvent il est couvert, ça fait que ça vous permet à ce moment-là de contrôler l'intensité du soleil, surtout au début. Par la suite, vous pouvez mettre sur le bord du balcon pour qu'il reçoive plus de soleil. Et puis, de cette manière-là, c'est bon. S'il annonce du froid en bas de... Ça dépend de ce que vous sortez, là. Okay? Si c'est des tomates, des piments, bien, quand il fait moins que 10 degrés, là, vous avez avantage à y rentrer en dedans. C'est des légumes qui demandent de la chaleur, ça. Ça fait que, c'est pas qu'ils vont mourir, mais ils vont bretter, là, okay? S'il fait trop froid. Donc, vous ne prenez pas de chance, vous les rentrez la nuit, vous les ressortez le matin, puis bingo. Okay? Alors, peut-on semer les bok choy directement au jardin maintenant à Québec? Bok choy, je n'ai jamais semé, honnêtement. Là, moi, je veux dire, je ne parle que de ce que je connais. Là. Donc, je croirais que c'est un légume qui demande qui peut tolérer le froid. D'ici à ce qu'il germe, de toute façon, la terre va avoir le temps de se réchauffer. Je vous dirais que oui. Je ne connais pas votre nom parce que vous avez un code là, pour le nom du Zoom. Là. Alors, c'est ça.
La seule place pour acclimater mes semis est sur mon balcon côté sud-est. Oui, c'est Christine, ça, qui... Non, t'as peu. Ah, OK, c'est toi qui avais posé la question. Les bok choy. Essaye-toi. C'est quoi ton... Attends un peu, c'est quoi? Ouvre ton micro, dis-moi c'est quoi ton nom. René Dumoulin. Comment? René Dumoulin. René? Dumoulin. OK, René. Bon, c'est beau. Fait que là, parce que là, je ne le savais pas. C'est beau. Fait que fais le test, mais d'après moi, ça devrait être bon. Mais va voir sur Internet un peu, il va te donner un peu d'informations là-dessus. Parce qu'honnêtement, tu sais, je ne veux pas mal te renseigner là, du fait que j'en somme pas, moi, du bok choy. Fait que, ça fait partie des choux. Pardon? Ça fait partie des choux, la famille des choux. Oui, mais c'est un légume qui provient de Chine comme tel, là, qui provient d'Asie. Puis, ils ont des fois leurs particularités. Puis, ça ressemble à la famille des choux, mais il y a quand même pas mal de différences. Là. Okay. Ce n'est pas les mêmes choux qu'on essaie au Québec. Ça fait que moi, je vérifierais pour être sûr. Là. Je ne prendrais pas ça pour acquis que c'est dans la même famille, ce qui veut dire que là, ils tolèrent les mêmes affaires. Je te dis ça sous réserve. Là. Comme je te dis, là, j'expérimenterais moi aussi là-dedans là, avec les bok choy parce que je ne l'ai pas fait. Bon, OK, alors on continue. La seule place pour acclimater mes semis sur un balcon côté, qu'en pensez-vous? Côté nord-est, ben écoute, si tu es capable de mettre une protection contre le vent, à tout le moins, pour le vent du nord qui pourrait faire, là, qui pourrait venir, ça conviendrait, là, ça pourrait convenir. En tout cas, ça va être mieux que de rester dans ta chambre de semis ou à l'intérieur de la maison. Ah oui, il faut que je vous dise. Là, au fur et à mesure que je pense à des affaires, je vous le dis. Là. Sinon, on va l'oublier. Je vois souvent des gens qui achètent des plants dans un centre de jardin ou dans une serre. Ils amènent ça puis ils gardent ça dans le garage le temps que ça soit prêt à planter dehors. À ne pas faire, parce qu'en quelque part, vous privez la plante de lumière. Fait que quand vous allez les sortir, ils vont avoir de la misère. Là, OK? Donc, OK, ça le protège contre le gel quand vous le mettez dans le garage, mais je veux dire, à quelque part, vous venez de couper la luminosité énormément. Là. Fait que ça, là, c'est nuisible pour les plantes. Ce n'est pas une chose à faire, ça. OK? Peut-on partir des épinards de Malabar aussi au jardin? Je vous suggérais de les partir en semis. À chaleur, c'est des plantes de température chaude, ça, les épinards de Malabar. Okay, alors, partez-les au plus vite parce que ça prend du temps à pousser quand même. Ça aurait pu être semé ça en mars, là, les épinards de Malabar, pour avoir un beau petit plant là, qui va bien aller. Parce que ça prend quand même un certain temps à pousser. Alors, semez ça tout de suite. Si vous avez des épinards de Malabar, semez-les tout de suite dans votre chambre de semis. Si mes épinards n'ont pas sorti, est-ce que je suis mieux de semer de nouveau? Ça dépend combien de temps, Danica. Ça fait combien de temps que tu les as semés? Là, je ne pourrais pas voir ta réponse nécessairement, mais écoute, les épinards, ça prend quand même une bonne semaine avant de germer. Puis ça dépend de la température qu'ils ont eue, puis ça dépend de la profondeur de tes semis aussi. Il y a bien des facteurs. Là. Mais tu peux très bien gratter puis pour aller retrouver une graine pour voir si elle a commencé à gonfler puis commencer à faire un petit germe. Ça va te donner un indice, là, puis ça va te permettre, s'il y a lieu, d'être plus sûr de ton coup. OK? Si on les sort sur le balcon, doit-on y aller progressivement, genre 1 heure le premier jour, 2 heures le deuxième, troisième heure? Non, bien, pas si tu les mets à l'ombre. OK? Sur ton balcon, si tu les mets à l'ombre la première journée ou que tu sors ça une journée c'est nuageux toute la journée, ça va être correct. Tu vas pouvoir les laisser là toute la journée. OK? Tu n'es pas obligé là, de faire ça, sinon ça va être du taponnage que le diable. Et puis, ils vont supporter pendant une journée de temps si c'est à l'ombre. D'accord? Pas trop au vent non plus. Okay? Il y a ça à surveiller aussi. C'est qu'à quelque part, tu peux être à l'ombre, mais au grand vent. Et là, tes plants vont gigoter. Là, ils sont feluettes parce qu'ils sortent de dedans, puis ils ont manqué de lumière un peu, ils sont étiolés. Ben là, ils vont branler les feuilles, ils vont froisser. Tu vas les brûler par le vent et non pas par la lumière. OK? Alors, à surveiller tous ces facteurs-là en même temps. On ne peut pas les prendre individuellement. Le plant, lui, quand il est dehors, il subit tous ces stress-là en même temps. Donc, il faut que vous ayez un contrôle sur tous ces stress-là en même temps.
Ben, les légumes, c'est la même chose. Diane, je ne comprends pas ta question. C'est de ça qu'on parle, là, les légumes. Là. Tous les légumes, dans le fond. Là. Toutes les semis de légumes qui ont été faites dans des chambres de semis. Tu me reposeras la question s'il y a lieu autrement. Ben, je veux dire, si ça ne répond pas, si ça n'a pas répondu à tes questions, là, tu me la reposeras autrement que je puisse la comprendre. Désolé, là, parce que je ne sais pas si ça a déjà été dit, là. Puis c'est parce que tu as écrit ta question là, un certain temps. D'habitude, je mets les feuilles mortes dans le fond de mes pots, mais comme ils sont encore à l'intérieur et que j'utilise un terreau, est-ce mieux de ne pas mettre pour ne pas attirer les bébites? Ben, les feuilles mortes, dans le fond, tu n'as pas besoin de mettre ça dans le fond des pots. Moi, je vous suggère bien plus de mettre les feuilles comme paillis en surface. Et là qu'on les retrouve dans la nature, de toute façon, c'est jamais en dessous de la terre qu'on retrouve les matières organiques. C'est sur le sol. Alors, valorisez-les comme paillis, si vous êtes capable de les déchiqueter sur le dessus de vos pots, vos bacs, et dans le jardin, la même chose aussi. Ça, j'en ai déjà parlé, puis on va revenir là-dessus de toute façon quand ça va être le temps. Là. Les paillis, c'est essentiel. Les paillis, il faut être de tout dans la nature, puis ça vous permet de protéger votre sol, garder l'humidité plus constante pour éviter l'assèchement rapide. Là, vous remouillez au coton, puis bon, la croissance des mauvaises herbes, etc. OK, il y a bien des choses que les paillis apportent, en autant que c'est les bons paillis, Pierre. Donc, les paillis que j'utilise, c'est feuilles, oui, mais dans le jardin et dans les pots, moi, j'utilise de l'herbe coupée, de la pelouse ou du foin coupé vert. Okay, fraîchement tondu, puis là, ça nourrit votre sol parce que dans les pots puis dans les bacs, les terreaux qu'il y a là, c'est des terreaux artificialisés qui n'ont pas le même écosystème dedans, il n'y a pas la même vie dans cette terre-là. Puis les échanges, les libérations d'éléments nutritifs ne sont pas les mêmes. Alors, si vous flanquez un bon paillis d'herbe, vous allez conditionner votre terreau à avoir un peu plus de vie dedans, puis ça va amener des éléments nutritifs utiles aux plantes que vous cultivez parce que le paillis d'herbe est dans la même famille que les plantes que vous cultivez, qui sont des plantes herbacées, dans le cas des légumes, des fleurs, des plantes vivaces, des fines herbes. C'est toutes des plantes herbacées, dans la même famille que l'herbe. Alors, la nature, il faut toujours, dans la nature, on voit que c'est toujours les résidus de la plante qui a poussé qui se retrouvent à être comme paillis et qui devient la nourriture de la plante qui a poussé, qui pousse encore pour refaire d'autres végétaux au sol, qui sert comme paillis et qui se pourrit et qui redevient. Voyez-vous, ça, c'est le processus de consommation circulaire. Alors, si vous flanquez un paillis qui est différent du type de plante que vous cultivez, ben là, vous n'aurez pas un retour à la terre qui va être adéquat. C'est pour ça que je parle de mettre un paillis d'herbe, principalement pour les cultures que vous faites là, dans le jardin, puis les plates-bandes de fleurs. Chantal dit, j'ai un abri pour mon spa avec un toit en palrof. Aucune idée c'est quoi, ma chère, ça. En tout cas, il est transparent. Et les murs avec de la polythène, j'imagine, parce que le politesse, je ne pense pas. Si je dépose mes plants sur le couvercle, cela peut-il être bon et doivent les acclimater pareil quelques heures à la fois? Bien, écoute, tant que tu as un matériel filtrant, là, c'est-à-dire que peu importe là, si c'est du palrof que tu appelles, là, ou un polythène, moindrement que tu as une surface qui bloque la lumière du soleil en partie, ce n'est pas pareil comme être complètement au soleil. Donc, il va falloir que tu aies une acclimatation à faire pareil. OK? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tôt pour la région de Montréal pour les navets, carottes, betteraves directement à l'extérieur? Moi, je commencerai à y penser. Là, vous pourriez vous essayer. Là, d'après moi, là, ça va être suffisamment chaud avant que ça germe, là, tout ça. Là, ça vaudrait la peine. La terre, je veux dire, cette année, la terre, il n'y a pas eu beaucoup d'eau dedans à cause qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Ça fait longtemps qu'il ne pleut pas. Le sol s'est essoré pas mal. La seule fraîche qui vient, c'est un petit peu la fraîche qui remonte du sous-sol par capillarité. Okay, là, parce que le phénomène de capillarité, je vous en parlais dans d'autres capsules. Là, puis on va en reparler parce que ça, c'est fondamental. Ça. Okay, c'est la source d'approvisionnement en eau des plantes. Au printemps, l'eau qui remonte du sous-sol, c'est l'eau qui a pénétré la fonte des neiges, puis tout ça qui a pénétré dans le sol pour aller dans les nappes phréatiques. Et puis là, cette eau-là, elle remonte. Au fur et à mesure que ça en évapore, là, il y a une compensation qui se fait par le dessous. Fait que l'eau qui remonte du sous-sol est froide. Quand elle arrive, là, ça remonte tranquillement, évidemment, ça. Là. Fait que là, avec le soleil, là, elle se fait réchauffer, puis là, elle devient convenable pour que les plantes soient capables de l'absorber sans trop souffrir. Mais au printemps, c'est encore frais pas mal.
OK? Alors, il y a de la fraîche dans le sol, la température est bonne, mais il peut rester de la fraîche dans le sol. Alors, c'est ça qui pourrait empêcher vos graines de germer. Ça pourrait les faire pourrir. Si le sol est frais, mais je vous dirais que là, le sol, il n'est pas tellement frais. Là. Il est quand même relativement chaud. On est de 15 jours d'avance minimum là, cette année avec le mois d'avril qu'on a eu et le peu de pluie qu'on a eu. Aujourd'hui, il pleut, par exemple. Je ne sais pas s'il pleut par chez vous, mais ici, il pleut. La pluie est froide aujourd'hui. Il annonce quasiment zéro cette nuit, là, ou en tout cas, c'est sûr que la terre va se refroidir à nouveau. Fait que attendez peut-être de semer lorsque les températures de jour et de nuit vont être au-dessus du point de congélation. Ben, comme vers la fin de la semaine, okay, de cette semaine. Vous ne serez pas trop tard, de toute façon, à Montréal. Écoutez, vous avez une grande saison. Fait que vous ne serez pas trop tard pour vos navets carottes betteraves. Là, ils vont venir à terme sans problème. Même si vous ne semez rien qu'à la fin de la semaine. Puis même si vous ne semez rien qu'à la fin du mois. Même au milieu de mai. Je veux dire, les gens en zone 3, en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, etc., dans ce coin-là, Gaspésie, zone 3, des fois zone 2, ils arrivent à manger des carottes pareilles, puis pourtant, ils sèment un mois plus tard que vous autres. Ils sèment au mois de juin quasiment pour bien faire. Alors, il n'y a pas de problème là. Vous choisirez votre date et à Montréal, l'avantage, c'est que vous pourriez faire 2 semis. En faire un à ce temps ici, là, dans une semaine, mettons, puis en faire un autre dans un mois. Et vous allez avoir à ce moment-là des légumes de différentes âges. OK. Combien de temps devrons-nous laisser le ventilateur pour les plants à l'intérieur, tomates, aubergines et quelle distance? Ben, le ventilateur, si vous avez déjà habitué vos plantes avec un ventilateur, ça les donne une chance de supporter un peu mieux le vent dehors, là. Sauf que ce n'est pas la même température, là, René. Alors, tu as peu combien de temps? Le ventilateur, écoute, à l'intérieur, tout le temps, tant qu'ils sont là. Laisse-les tout le temps là, en fin de compte, ton ventilateur. C'est toujours bon de les habituer là, au vent qu'ils vont subir dehors de toute façon. Okay? C'est juste que là, le vent qu'il y a, il est plus chaud que le vent qu'il va y avoir dehors des fois. Hein, parce que dehors, le vent il risque d'être pas mal plus froid. Fait que, ça va? Qu'est-ce que l'on peut semer direct en jardin actuellement, autre que les radis et les épinards? Bon. Pour l'instant, écoute, c'est encore le temps de semer de l'ail. OK? C'est l'ail, moi, mon ail de printemps est souvent plus belle que mon ail que je sème à l'automne. OK? Donc, elle vient plus tard dans la saison. Je la récolte au mois d'août au lieu de la récolter au mois de juillet. Mais elle me fait de l'ail aussi grosse, même dans certains cas, plus grosse. Ça fait que l'ail, c'est encore vraiment le temps de semer ça. Les oignons bientôt, oignons, poireaux, ça va pouvoir aller dehors si vous avez eu la phase d'acclimatation. OK, ne sortez pas ça de votre chambre de semis, bang dehors au fret. Non, les oignons, les poireaux peuvent supporter du froid puis même du gel, mais il faut qu'il y ait eu leur période d'adaptation, eux autres aussi, OK, par rapport à s'ils sortent d'une chambre de semis. C'est beau? À part de ça, radis épinards, ouais. Le mesclun, ça peut être semé. Là. Il y a certaines laitues qui peuvent être semées aussi. Vous pourriez semer de la laitue aussi. Elle va lever au fur et à mesure que la température va être bonne dans la terre, ce qui est le cas à certains endroits, moins à d'autres encore. Là, mais moi, de toute façon, Danica, je ne savais pas trop dans quelle zone que tu es. Là. Mais si on acclimate les légumes à l'ombre et à l'abri du vent toute la journée, que fait-on pour les autres journées? Combien de jours pour les acclimater? Bien là, vous le faites 2-3 jours à l'ombre, pas une ombre profonde, là, une ombre claire, OK? Là, juste, puis où est-ce qu'il pourrait avoir du soleil un peu le matin? Là? Ça fait que si vous êtes côté est, côté sud, un petit peu de soleil le matin, là, puis là, graduellement, là, vous augmentez le nombre d'heures d'ensoleillement qu'il pourra avoir. Là. Fait que ça, la période d'acclimatation, ça se fait sur une période d'une semaine à peu près. Et donc, la première journée, sortez ça à l'ombre. Deuxième journée, vous le faites voir peut-être un petit peu de soleil. Et puis, les moment donné, là, après une semaine, ils vont être capables d'endurer du soleil à plein, puis le vent, puis ces choses-là, là, ils vont être pas mal mieux. J'ai une mini-serre, une fois les plants acclimatés, combien de jours est-ce supposé durer au juste? Oui, ben c'est ça. Une semaine, comme je disais, c'est suffisant là, si vous faites
cette opération-là graduelle, de plus en plus de lumière, plus en plus de soleil, plus en plus de vent. Vous pouvez laisser les plants dans la mini-serre la nuit en attendant de les mettre au jardin. À Matane, oui, mais vérifier, ça dépend des plants. Là. Tu sais, je veux dire, là, on parle de façon générale, laisser les plants, mais là, plants d'oignons, poireaux, ça reste dans la serre sans problème la nuit, même si ça gèle là, dehors. Il va être capable d'endurer la fraîche, même si la serre tombe à +1, +2. Plants de tomates, piments, ça, c'est comme je vous disais tantôt, c'est que si ça descend trop bas, mettez un chauffage, ben non, rentrez là dedans parce que dans la serre, ça risque de descendre trop bas. OK? Alors, ça, on ne peut pas tout englober tous les plants dans les mêmes conditions. Il y a des plantes de conditions fraîches, il y a des plantes de conditions de chaleur. OK? Alors, on ne les traite pas de la même façon. Mais avec une mini-serre, c'est un peu comme si vous aviez une couche froide, comme j'expliquais tantôt. Alors, ouais. Bon, Marc-André, quelle variété de graines doit-on faire germer avant de planter au jardin? Oh boy, ben ça, il faudrait que tu regardes les calendriers de semis que les semenciers québécois offrent sur leur site web. C'est un petit peu long à énumérer, mais comme là, c'est un site, là, bientôt, là, ça va être les cocombes, courges, melons, cantaloupe, citrouilles, toute la famille des cucurbitacées, ça, on sème ça à l'intérieur. Si on veut, on peut semer dehors, OK? On peut semer au jardin aussi. Mais si vous voulez prendre de l'avance un petit peu, vous semez ça 3 semaines avant le dernier gel, là, ça veut dire la période où ce que vous prévoyez les planter dehors. 3 semaines, pas 1 mois, 2 mois d'avance. Moi, j'ai vu des gens qui ont déjà des plants de cocombes rendus ça d'eau, là. La barouette de Caroline, ça a l'air de la misère, là, rendu dehors avec ça, là. OK? Alors, il ne faut pas semer ça trop de bonheur pour la famille des cocombes. Mais oignons, poireaux, c'est semé depuis le mois de février, Marc-André. Les tomates, on sème ça au mois de mars, début d'avril. Ça dépend là, justement dans quelle région qu'on est. Les tomates, entre autres, c'est 8 semaines environ avant de les planter dehors. OK? Donc, c'est ça. Et chaque légume a sa période, puis ça dépend de votre zone aussi. Il y a des gens là, qui, au milieu de mai, vont mettre les tomates en pleine terre, dans le bout de Montréal, puis tout ça. Mais ça ne sera pas avant le milieu de juin que la Côte-Nord, exemple, ils vont le mettre, ou en Abitibi, ils vont émettre dans leur jardin des plants de tomates. Donc, ça joue aussi sur la date de semis. Okay? Fait que ça, il y a des calendriers de semis qui existent. C'est le meilleur moyen que je peux te répondre parce qu'on ne peut pas tout détailler ça ce soir, là, Marc-André, malheureusement. Les échalotes Sainte-Anne ont beaucoup poussé. C'est nouveau pour moi. Je ne comprends pas trop comment il faut procéder. Est-ce que je peux cueillir juste un bulbe à la fois? Il pousse en groupe de 3-4. Bien, vous arrachez les 3-4, tout simplement, puis vous avez les 3-4 échalotes à ce moment-là. Oui, c'est de bonne heure parce que ça passe l'hiver dehors. Ça, c'est vraiment un des premiers légumes frais qu'on peut manger à ce temps-ci. J'en mange, moi, déjà. Et puis, donc, c'est, ouais, ça, tout ce que vous allez laisser, ça va refaire d'autres bulbes qui vont tomber, vous allez pouvoir en ressemer, tout ça. Si les échalotes de Sainte-Anne, c'est ce qu'on appelle les oignons perpétuels, en tout cas, moi, c'est à ça que je pense, là. Vous en avez tout le temps, puis ça se ressème parce que ça fait des petits oignons sur le bout de la tige. On les replante, ça refait des échalotes encore, puis l'année suivante, l'échalote en fait plusieurs à la fois, ça pousse en talle. Alors ça, vous les récoltez en talle, parce que vous ne serez pas capable d'arracher rien qu'un. La talle, il est toute sur le même oignon, fait qu'il est tout pris sur le même plan. Alors, si vous tirez rien que sur un, vous allez le casser. Et puis, vous arrachez la talle au complet, puis là, vous avez déjà 3, 4, 5 échalotes ensemble. Diane, à quelle température du sol le considérez-vous convenable pour semer les carottes? Je suis en zone 3. Mon sol est actuellement à 2 Celsius. Ben, attendez que ça réchauffe parce qu'il faudrait qu'il monte au moins à 8, 10, 12, là, quelque chose comme ça, minimum, là, pour que ça soit bon. Est-ce qu'on doit attendre que nos semis soient germés à l'extérieur pour mettre le paillis? Oui. Un paillis, là, ça empêche les graines de germer. OK? Dites-vous ça, là. On met un paillis pour empêcher les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes. Mais les graines de mauvaises herbes ou les graines de carottes, c'est des graines, OK? C'est nous autres qui décident qu'on mange les carottes, puis les mauvaises herbes, on les arrache. OK? On n'en veut pas. Mais en soi, c'est toujours les mêmes principes. C'est qu'un paillis empêche les graines de germer parce qu'en protégeant le sol, la nature n'a pas besoin de faire pousser des plantes pour le cacher, le sol. Vous l'avez déjà caché avec un paillis lorsque vous mettez la bonne épaisseur. OK? Parce que les plantes, toutes les plantes, poussent principalement pour jouer le rôle de cacher le sol.
que ce soit vos carottes, que ce soit n'importe quoi, les mauvaises herbes qu'on appelle, tout ça, toutes les plantes poussent pour cacher le sol. Alors, quand vous semez des carottes, vous semez ça sur un terrain à nu. Fait que Mère Nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire germer des graines, y compris vos graines de carottes. OK? Alors, il ne faut pas mettre le paillis tout de suite. C'est sûr que ça va empêcher les mauvaises herbes, mais ça va empêcher vos carottes aussi de germer. Alors, vous attendez que les carottes lèvent, mais évidemment, il ne lèvera pas que les carottes. Bien sûr, il lève toutes les graines que Mère Nature a disponibles parce qu'elle, son but, c'est quoi? C'est de cacher le sol. Puis elle se sert de vos graines de carottes parce que vous avez influencé Mère Nature en mettant cette sorte-là. OK? Alors, là, ça va lever. Quand c'est levé, vous éclaircissez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous éclaircissez votre rang de carottes s'il y a trop, c'est trop tassé. Et là, vous allez mettre votre paillis. Okay? Pour empêcher une nouvelle croissance de graines de mauvaises herbes, à ce temps que les carottes sont sorties. Ça va? Les petites tomates tumbler, non, je ne les ai jamais essayées, ceux-là, Pat. Je ne peux pas t'aider là-dessus, malheureusement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont au courant qui pourront te répondre en privé. Là. Il y en a peut-être qui la cultivent et ils pourront te répondre sur le chat en privé. Combien de temps doit-on acclimater avant de mettre au jardin? À peu près une semaine, Isabelle. Ça, on en a parlé, mais je pense que vous aviez posé vos questions avant que je l'explique. Donc, il y a sûrement des choses qui vont venir. Besoin d'un entretien particulier, c'est supposé être plus de tomate en pot, suspension. Ouais, ben c'est ça, le tumbler, là. Pat, tu me reposais la question. Là. Faire germer, je voulais dire faire tremper. Faire tremper. Marc-André, faire tremper. Attends un peu, là, moi, je ne me souviens plus de ce que tu me posais comme question. Là. Faire germer. Écoute, je ne me souviens plus, Marc-André, de ce que tu m'avais, de quoi qu'on parlait, là. C'est quoi tu veux faire tremper puis pourquoi, là? Pierre de Québec, quand on peut planter les patates germées, merci de tout ce que vous nous donnez comme information. Bon, Pierre, écoute, les patates, dans certains cas, lorsque la terre va être assez réchauffée, je vous dirais dans une semaine, il y a des endroits où les pommes de terre pourraient être plantées, les patates pourraient être plantées, mais les germes sont très fragiles quand ça sort. Les pommes de terre, dans la même famille que les tomates, c'est frileux, ça. OK? Alors, le moindre petit gel, ça gèle le plant qui est sorti. Donc, prévoyez, si vous semez de bonne heure, prévoyez, s'ils sortent de terre et annoncent du gel, de les cacher. Fait que ça, assez souvent, c'est de l'ouvrage, parce que des patates, on en plante beaucoup, à moins que vous fassiez ça en pot, d'une façon très modérée. Là. Mais sinon, les pommes de terre, là, vous êtes sûr d'en manger à l'automne. Vous n'êtes pas obligé de vous presser pour semer ça, les pommes de terre. Là. Attendez vraiment qu'il n'y ait plus de gel là, avant que ça sorte. Là. Et puis, pour ne pas avoir à protéger ça pour rien. Puis les pommes de terre, là, rendues au mois d'août, le feuillage, déjà, il commence à sécher. Puis vous n'aurez plus de feuillage au mois de septembre. Et puis, vous allez pouvoir faire votre récolte à l'automne quand même en masse, là, même si vous ne semez rien qu'à la fin de mai, début juin. Pierre, j'ai fait des semis d'oignons et de poireaux fin février, mais j'aimerais en avoir plus. Est-ce trop tard pour en semer d'autres régions de Capitale-Nationale? C'est pas mal tard. Je te suggérerais plutôt d'acheter des petits oignonnets qui vendent là, dans les centres de jardin, s'il en reste, parce que c'est la folie furieuse cette année. Là, tout sort. Les commandes, on n'est pas capable de s'approvisionner tellement qu'il y a de la rareté partout. Alors, parce que là, c'est un peu tard, oui. Ce serait un petit peu tard pour semer. Là. Vous savez, les oignons, les oignons, entre autres, ils sont influencés par la longueur du jour. Et puis, quand les jours allongent, comme à ce temps-ci, aller jusqu'au début de juillet, là ils font du feuillage. Puis là, rendu au mois de juillet, les journées, là, ça s'inverse, là, ça commence à raccourcir. On s'en va vers l'automne, là, ça commence à raccourcir à partir du 21 juin, à partir du début de l'été. Là. Et puis, là, quand ça raccourcit, ça forme son bulbe. Et ça va former son bulbe en fonction de tout le feuillage qui est capable de nourrir le bulbe. Ça fait qu'il faut s'arranger pour favoriser le plus de feuillage possible avant d'arriver à la fin juin. C'est pour ça que les oignons, il faut partir ça de bonne heure, puis avoir des plants solides, puis qui n'auront pas de retard de croissance quand on va les mettre dans le jardin. Okay? Alors, sinon, si tu passes ça à cet incite, ils vont tellement être tout petits que là, ils vont te faire un petit bulbe de rien. Là. Tu vas perdre ton temps là, si tu sèmes ça à cet incite. Émilie, si on fait des semis de cocombes en poquet, est-ce qu'on transplante au jardin tel quel ou on garde le meilleur plant qui sort? Bien là, non, en paquet, OK, c'est paquet, là.
Essayez de voir quand vous avez des fautes, parce que des fois, je ne comprends pas toujours vos questions en paquet. Semez pas vous pouvez semer 3-4 plants ensemble, OK? 3-4 graines ensemble, et ça va faire une talle que vous allez planter tout ensemble. Essayez pas de séparer ça. Et d'ailleurs, arrangez-vous pour avoir des pots qui se démodent facilement ou des pots qui pourrissent dans le sol. OK? Et que vous allez prendre simplement, mettre ça dans la terre, puis bingo. Parce que les plantes cocombes, toute la famille des cucurbitacées détestent de se faire briser des racines. Alors, déjà, c'est un gros choc de transplantation de les envoyer dehors. Eux autres, ils ont vraiment besoin d'acclimatation, pas de vent. Assez souvent, on va leur mettre moi, je mets une boîte carrée autour de mes plants. À peu près ça d'autres, là. Carré, là, je plante le plant, là, puis je mets la boîte autour pour pas qu'il y ait de vent, puis qu'ils reçoivent un petit peu moins de lumière aussi au début. Le temps qu'il remplisse la boîte, quand il a rempli la boîte, là, il est acclimaté, je le sors, j'enlève la boîte et puis là, il continue sa croissance. OK? Alors, 3-4 plants ensemble dans un contenant, c'est correct. Ça va faire une talle, okay? Qu'on appelle une talle de cocon. On n'est pas obligé de les séparer. Il ne faut pas les séparer d'ailleurs. Mais-en pas 10, par exemple. Là, vous êtes obligé d'en arracher quelques-uns parce qu'il va en avoir trop à la même place. OK. Un paquet est un trou qu'on fait pour y mettre plusieurs graines. Ah, un pocket? OK. Non, ben là, distancez-les dans votre pot idéalement pour que ça pousse tout tasser un sur l'autre. Parce que là, à un moment donné, il faut toujours s'imaginer que le plant, là, ne sera pas avec une petite graine avec un petit plant. Là. À un moment donné, le plant va devenir avec un tronc aussi gros que le doigt. Là. Fait que si c'est tout mis dans le même tapon, vous avez 5-6 plants dans le même tapon, puis là, chaque tige grossit, ils vont se casser là, en grossissant. Ils vont se nuire l'un et l'autre, puis les racines vont se faire arracher parce que là, ils prennent l'expansion. Alors, semez-les plus distants, parce que pocket, je ne sais pas si. Ouais, non, ben c'est ça. Faites plusieurs trous dans votre pot. Là. Par exemple, si vous avez un pot comme ça, là, OK? Ben, mettez 4 graines là-dedans, mais 4 graines dans les 4 coins. Pour pas qu'ils soient tout poignés ensemble quand il va être rendu dehors et qu'il va pousser. D'accord? Ça, vous faites un petit plan de Tiny Tim, là, des petites tomates Tiny Tim. Là, ils sont déjà en fleurs. Bon. Pour les oignons, les miens ne grossissent plus. Ils ont tous mis dans une mini-serre sous lumière rose. Qu'est-ce que je peux faire pour les booster? Ben, il y aurait peut-être besoin, d'Nicole, un peu d'engrais. Puis, je ne sais pas dans quoi tu les as plantés, à quelle distance ils sont. Mais là, il serait dû habituer rapidement. Là, je veux dire, acclimate-les, puis envoie dehors. Là, je ne sais pas dans quelle région tu restes, là, mais ça pourrait être le temps de les mettre déjà dans le jardin. Là, rendu là, dans le jardin, ils vont se déniaiser. Bon, OK. Je reviens sur les échalotes de Saint-Anne. Est-ce mieux de juste couper la partie verte et laisser le bulbe dans le sol pour que ça repousse? Non. Vous êtes aussi bien de récolter l'échalote au complet. De toute façon, ça se multiplie beaucoup, ça. Donc, à un moment donné, vous allez en avoir en masse, puis ce que vous ne mangerez pas, ça va rester là, ça va produire des petits bulbes que vous allez ressemer, et ainsi de suite. Okay, donc, mais si vous voulez faire le test, faites-les, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite à un plant de poussée. OK? Si vous le coupez, là, un plant, ça pousse, ça fait des feuilles, ça fait des feuilles, ça fait des feuilles, puis à un moment donné, il y a une tige centrale qui pousse, puis là, il fait des graines. OK? Alors, vous, là, si vous le coupez en bas, il reste peut-être une feuille ou deux à sortir, mais là, ça va être la tige de graines qui va sortir. Plus de feuilles. OK? Donc, vous n'aurez plus pas une échalote qui va être contenable à ce moment-là. C'est aussi bien de tout le prendre puis le manger, manger le bulbe aussi, la partie blanche. J'ai semé mon ail d'été. Est-ce que je dois le protéger avec une toile pour les mouches maintenant ou c'est mieux d'attendre qu'il soit sorti? OK, bien, la longue, là, j'ai juste votre nom de famille. Cette semaine, la capsule va porter sur la protection de l'ail, comment installer les filets. OK, je vais vous montrer comment j'installe les filets pour protéger l'ail de la teigne de l'oignon, de la teigne du poireau ou la teigne de l'ail. J'ai la même teigne, elle s'attaque aux trois. OK? Alors, les trois se doivent d'être protégés. À ce temps-ci, il est encore tôt, vous avez encore du temps pour le mettre, mais là, c'est embêtant avec la saison qui a commencé de bonne heure. La teigne va-tu se réveiller plus tôt, puis les papillons de nuit commencent à se promener plus tôt dans la saison? Je ne le sais pas. Normalement, on fait ça en mai, mais moi, je vais le faire, pour être sûr, je vais le faire cette semaine. Là. Je vais les protéger cette semaine. Comme ça, on va avoir la paix. Mais
en espérant que vous n'avez pas semé votre ail à la même place que l'année passée parce que, évidemment, la teigne, elle va pondre, elle pond ses œufs dans l'ail, mais là, si jamais il y en avait qui est allé à maturité, bien là, la pupe, la pupe, elle a hiverné dans le sol, là où il est à l'ail l'année d'avant. Fait que là, si vous semez l'ail à la même place, vous avez beau la couvrir, ça va sortir là en dessous du filet, dans l'ail, dans le jackpot. Alors, c'est important de faire des rotations avec l'ail si on va avoir la paix aussi. Mais ça, je vais faire une capsule là-dessus, OK? Et puis, au fait, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai du filet comme ça, un peu comme vous voyez tantôt sur la photo avant que ça commence, là. Mon écran, là, vous avez vu des filets verts, vert bleuté, là, turquoise. C'est le genre de filet que j'utilise. Et j'ai disponible encore un peu de filet anti-insectes blanc, comme un moustiquaire blanc qui sert à ça aussi, là, si jamais il y a des gens qui s'en cherchent. Est-ce la même chose pour les melons, les cantaloupes, pour les cocombes? Oui. Oui, c'est la même chose. Vous pouvez mettre 3 graines par paquet, là, et puis ça va vous faire une talle. C'est pas obligé d'avoir un plan séparé pour faire un. Mettez-en 2, 3. Ça vous fait une talle à ce moment-là. Puis, il y a des capsules que je vous montrais comment tailler aussi, là, un coup qui se met à pousser, comment les tailler pour qu'ils se ramifient, puis que là, vous ayez des fleurs femelles. Ça, j'en reparlerai parce que ça a été une capsule super populaire. Et puis, j'en referai une au courant de l'été là-dessus. Mais sinon, vous pourrez aller voir sur mes anciennes capsules qui sont encore toutes disponibles, celles de l'année passée. Là. Il doit y en avoir 80 capsules. Alors, allez fouiller là-dedans. Vous allez avoir bien des renseignements là, tout au long de la saison. Les coquilles d'œufs dans les trous dans lesquels on plante les tomates. Coquilles d'œufs dans les trous dans lesquels on plante les tomates. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu sèmes dans des crêtes d'œufs ou René? Les coquilles d'œufs en poudre ou qu'on passe au Magic Ballet, là, des coquilles d'œufs qu'on met quand on plante les tomates, on met dans le trou. Oui, bien écoute, les coquilles d'œufs, c'est toujours bon parce que ça apporte du calcium puis certains minéraux, là, mais ce n'est pas une nécessité de le faire. Là. Tu peux très bien le mettre dans ton compost, les égrener, le mettre dans ton compost. Quand ton compost va venir au jardin, là, ça va être mieux distribué, puis ça va être déjà même en partie décomposé. Ça fait que ce n'est pas une nécessité de faire ça. Là. Moi, je ne l'ai jamais fait. En tout cas, là, c'est vraiment pas une nécessité. Mais ça ne fait pas de tort. Okay? C'est ça qui est important, c'est que ça ne fait pas de tort. Au contraire, tu retournes à la terre des éléments nutritifs qui éventuellement vont servir aux végétaux. Puis la tomate a besoin de calcium, justement. Pour ne pas avoir ce qu'on appelle le cul noir, c'est-à-dire le taux de la tomate, là, qu'on appelle la pourriture apicale. Mais par contre, ça, la pourriture apicale, on pourrait en reparler parce que ça, ce n'est pas nécessairement parce qu'il manque de calcium dans la terre, c'est souvent parce que c'est une irrégularité dans l'approvisionnement en eau. S'il manque d'eau, le plant n'est pas capable de tirer le calcium du sol. Fait qu'il a beau être là, le calcium, il ne se prend pas. OK, donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés à l'arrosage et ça, on va en parler abondamment au courant de la saison parce qu'on est parti pour avoir encore un été sec. Donc, les arroses. Puis là aussi, il y a toute la culture en bac là, qui est rendue populaire au max, là, sous prétexte que ça a l'air super facile. Écoute, si c'était simple que ça, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait, la culture en bac. Il y a des particularités importantes à savoir parce qu'on artificialise les conditions de culture encore plus en cultivant en bac. Fait que ça, je vais vous en parler de ça pour que vous soyez à l'affût des problématiques que vous pouvez vivre lorsque vous cultivez en pot ou en bac. C'est bien le fun pour le dos, là, parce que c'est plus haut, mais ça vous donne 10 fois plus d'ouvrage. Fait que finalement, votre dos va en souffrir pareil parce que vous travaillez plus fort. Puis là, il faut consommer plus de produits, ça coûte pas mal plus cher, ça prend des terreaux spéciaux, peut-être patata, OK? Beaucoup d'eau, énormément d'eau. Fait qu'à un moment donné, ton baril d'eau de pluie, il ne fournit plus. Tu es obligé d'être à l'eau potable. C'est c'est pas si éco que ça, là, puis c'est pas si simple que ça avec des bacs. Mais on reviendra là-dessus, d'accord? Parce qu'on pourrait en parler longtemps. Pat Beaulieu, j'ai plusieurs jardins et cette année, j'ai mis 2 jardins en serre. OK. J'envisage mettre tomates, cocombes et piments. Quel autre légume plus commun ou juste quelques choix vous conseillez de mettre en serre? Bien, écoute, tu es dans des bonnes familles. Tomates, cocombes, piments, c'est des légumes de chaleur. Tu aurais les melons si tu en sèmes. Tu aurais les aubergines qui peuvent aller là-dedans aussi.
La laitue sur le bord, là où tu as tes ouvertures, si tu as des ouvertures sur le bord, la laitue, à ce moment-là, aurait de la fraîche. Elle peut être mise au pied, si on veut, des tomates là, sur le côté nord, là où est-ce qu'elle aurait un peu plus d'ombre, fait qu'elle aurait moins chaud. Fait que ça, tu peux t'en mettre de la laitue, t'en récolter un petit peu là. Mais il faut s'attendre à ce qu'elle monte en graines si ta serre te tient trop chaud. Okay? Est-ce normal que mes plants de cerises de terre et de. Ah, bien, les cerises de terre pourraient y aller aussi, mais ça prend de la place d'une serre. Cerises de terre, moi, je mets ça dans un pot. Cerises de terre et piments, c'est ça que je cultive dans des pots. Okay? Il y a juste ça que je cultive dans des pots. Parce que les piments, ils ont besoin de beaucoup de chaleur, puis dans un pot, ça devient très chaud, c'est numéro 1 pour les piments. Les cerises de terre, ça pousse en largeur comme ça. Puis quand les cerises sont mûres, ils tombent à terre. Fait que si notre plant est déjà à terre, puis s'étend au sol, les cerises tombent à terre, mais tu es poigné dans le plant pour essayer d'aller les chercher. C'est difficile pour la récolte. Alors, en le mettant dans un pot, il est surélevé. Puis je mets des toiles au sol. Puis là, tous les fruits tombent sur les toiles pour ramasser à la poignée. Puis je ne suis pas emmerdé dans le plant. Fait que c'est pour ça que je les mets dans. Mais ça serait un autre plant qui irait dans la serre pour répondre à ta question, Pat. OK, Mélanie, est-ce normal que mes plants de cerises de terre et de poivrons sont en fleurs et les autres étaient semés au début de mars? Bien, les poivrons sont vite pas mal là, pour avoir des fleurs. Coupe-les pour l'instant, parce que c'est ceux qui doivent être petits pour en avoir. Et puis, les cerises de terre, la même affaire. Laisse-les pas faire des cerises tout de suite ou des fruits, parce que ton fruit va rester tout petit, puis il va tirer du jus au plant. Puis que le plant, au lieu de grossir, il va essayer de nourrir ce fruit-là. Puis, ça ne servira à rien. Donc, sacrifie ces fleurs-là tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas, non pas rien que rendus dehors, mais qu'ils ne soient pas vraiment bien implantés puis qu'ils se soient développés de façon à être capable de nourrir les fruits qu'ils vont avoir. Sinon, tu n'auras que des petits fruits. Les poivrons, ils vont être petits avec une chair mince, là, tu sais. On voit ça des fois, les poivrons, au lieu d'avoir une chair épaisse, là, ils ont de la chair mince. C'est parce qu'ils ont manqué de jus parce que le tête n'a pas capable de les nourrir. Fait qu'ils n'ont pas pu faire de la chair comme ça devrait. Fait que, ne faut pas s'énerver avec ça. La récolte, on va en avoir une belle si votre plant est beau. Okay? C'est ça qu'il faut que vous disiez. Ce n'est pas la fleur qui fait le fruit, c'est le plant qui nourrit le fruit. La fleur, c'est une passade, mais vous n'aurez pas un beau fruit si le plant n'est pas vraiment fort, puis en santé, puis bien implanté. Avez-vous des nouvelles des comptes verts? OK. Ouais. Les comptes verts, j'ai des nouvelles, mais là, des nouvelles qui sont les mêmes, c'est qu'il faut attendre encore un peu parce que, bon, finalement, ça vient d'Angleterre. Ils ont été faits là cette année parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en plastique. Vous savez, la COVID, ça a tout chambardé. Les fournisseurs, les fabricants sont obligés de faire affaire ailleurs. Il y a du manque de matériel partout. Puis là, ben, avec l'Angleterre qui ont des problèmes forts au niveau de la COVID, ça va arriver par bateau en Ontario. En Ontario, ils ont fermé les frontières. Je ne sais même pas de être capable de les chercher. Mais la date est encore pas mal la même. On parle de fin avril, début mai. Fait que là, je devrais avoir des nouvelles bientôt pour le compte vert. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le compte vert, c'est un biodigesteur pour les matières animales qu'on n'est pas capable de faire composter dans nos composteurs habituels. Okay? Donc, toutes les viandes, les crustacés, les poissons, produits laitiers, les crottes de chien, de chat, tout ça qu'on ne peut pas gérer dans le composteur de végétaux, on gère ça dans le compte vert. Fait que ça, je pourrais vous envoyer de l'information là-dessus où on en reparlera là, quand ça sera le temps, quand je vais les recevoir. J'ai de la documentation là-dessus aussi là, que je peux vous envoyer. C'est encore le temps d'en réserver là, si vous voulez. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de réservés, mais il m'en reste un petit peu sur la commande que j'ai placée. J'espère qu'ils ne me couperont pas de la commande parce que là, on va être mal pris pour fournir tout le monde. Ça ne sera pas drôle là, de choisir qui va en avoir un. Alors, à voir, découragez-vous pas, s'il vous plaît. J'haïs ça. Moi-même, attendre puis pas être capable de vous donner un meilleur service pour l'instant, mais ça ne dépend pas de moi. C'est vraiment le fournisseur, mais je l'achète souvent pour être sûr qu'aussitôt que ça rentre, je m'arrange pour vous fournir ça. Je vais vous tenir au courant de toute façon. Ça va, Carmen? Est-ce qu'on peut semer oignons, poireaux et carottes dans le même coin? Depuis quelques années, je ne peux plus en récolter. J'ai des petits vers. Les petits vers, ben, ça peut être la mouche de la carotte. Ça peut être... c'est sûr que l'idéal, ce serait de changer de place. Vous avez peut-être des troubles aussi, ces oignons, les poireaux. Il y a aussi la mouche de l'oignon qui vient maganer les oignons par en dessous. Là. Ça fait des larves qui viennent manger les racines par en dessous. Puis votre oignon est flétri au tout début de la saison, bien souvent. Alors, ça,
moi, j'ai réglé le problème, Marc-André, pour ce qui est de la mouche, de la carotte ou de l'oignon. Je n'en ai pas de ça. Je n'ai plus, parce qu'avant, je n'avais. Mais avant, on prenait une espèce d'insecticide qu'on saupoudrait dans la terre. C'était dégueulasse, c'était poison. Puis là, ben, c'était ça ou ben non, tu perdais des oignons. Mais là, moi, depuis que je travaille avec des paillis dans mes jardins, paillis naturels, entre autres des oignons, ce que j'utilise, c'est de l'herbe coupée, du foin coupé, de la pelouse ou ben non, un champ de foin là, que j'ai en arrière, je tombe là-dedans, puis de l'herbe coupée. Ça empêche la mouche d'aller pondre son œuf dans la terre. C'est des petites mouches, puis il faut qu'ils pondent dans la terre pour que après ça, les larves se développent et ils mangent l'oignon à côté. Alors, depuis que je mets un paillis, ça lui fait une barrière de protection. Ça fait une barrière. Le paillis, c'est une protection, un paillis. Hein? Ça protège pour bien des affaires. Mais depuis que je travaille avec des paillis, je me suis rendu compte que j'ai bien moins de problèmes d'insectes qui se règlent par soi-même. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, je ne laisse pas la terre à nu. Une terre à nu, c'est une terre qui est en souffrance, une terre qui va nous créer des problèmes. Et qui va se détériorer. Alors, avec un paillis, vous allez chercher tous les avantages, puis ça gère certains problèmes comme ça. Donc, vous pourriez essayer ça, Marc-André, travailler avec des paillis cette année. L'utilisation du marc de café, quelle utilisation, s'il vous plaît, avec semis et jardin? Bien, le marc de café, moi, je l'envoie dans mes vermicomposteurs ou composteurs. Je ne me borde pas de ça à l'extérieur parce qu'avec des paillis, comme je vous disais, je règle la plupart de mes problèmes. Le marc de café, des fois, je pense qu'il est proposé pour contrôler la cryocère du lys ou des choses comme ça. Il y a probablement d'autres usages, mais je ne me suis pas borné de m'informer là-dessus parce que je ne l'utilise pas. Okay? Alors, comme je vous disais tantôt, je parle de ce que je connais, puis je ne connais pas tout. Puis je ne m'informe pas sur tout nécessairement j'approfondis certaines choses importantes que je juge importantes pour moi. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais je ne peux pas vous dire là, quoi faire avec la marque de café. Il y a de l'information sur Internet de toute façon, Chantal, pour ça. Il y a des trucs là, pour justement éloigner des insectes ou tout ça. Mais moi, je ne vais pas embarquer là-dedans. Pourquoi? Parce que quand tu embarques là-dedans, là, bon, là, tu vas prendre du marc de café pour telle affaire. Là, on va te dire, prends des coquilles d'œufs pour éloigner les limaces. Là, prends ci, prends ça, regarde. Ouais, tu n'as pas fini, tu vas passer l'été à faire des traitements, puis des ci, puis des ça, puis ramasser des gugus d'un bord puis de l'autre pour essayer de traiter une affaire, traiter l'autre. J'en veux pas de trouble de même, moi, honnêtement, là. Je ne veux pas me border de ça. J'ai trouvé une méthode de culture, moi, puis une façon de protéger mes végétaux, puis de travailler avec les paillis adéquats, qui fait que là, j'en ai pas de bordrage avec tout ça, vous comprenez? Alors, c'est un choix, là, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de faire ça comme ça pour que ça soit plus facile, mais libre à vous de fonctionner à votre manière, là. OK? Quelque chose de spécial à faire pour les asperges. Il en sort à leur 3e année. Je commence à voir le bout de certaines tiges sortir. Bon, ben là, les asperges, cette année, François, sont très tôt. Ils sont même trop tôt parce que s'ils annoncent du gel, les asperges, c'est bien fragile. Alors, si jamais ils annoncent du gel et qu'ils sont sortis, si vous voulez protéger ces tiges-là pour être capable de les manger, parce que souvent, le lendemain ou le surlendemain, là, ils sont rendus assez longs pour que vous puissiez les cueillir, mettez du paillis ou des feuilles par-dessus la nuit qui annonce du gel ou pour la période de froid qu'il va avoir. Ça ne dérange pas. Ils vont continuer à pousser à travers le paillis. OK? Et puis, là, par la suite, vous pourrez aller les rechercher là, quand les températures vont redevenir adéquates. Mais les asperges, quand on les plante, il faut les planter quand même assez profond. La griffe, d'où partent les tiges, il faut au moins qu'il y ait 4 pouces de terre par-dessus. Là. Parce que si c'est planté trop haut, bien, tout de suite, la chaleur du soleil, il réchauffe le sol en surface, puis là, tout de suite, ils se mettent à sortir, mais ils sortent ben trop de bonne heure. Les gels ne sont pas encore passés. Alors, si vous plantez des asperges, plantez-les assez profondes, vos griffes. Une griffe, en fin de compte, c'est la racine, OK? Toute la talle, là, la racine avec les yeux, les bourgeons. C'est ça qu'on appelle une griffe. C'est fait un peu comme un araignée. Hein? Alors, ça, on plante ça là, au moins avec 4 pouces de terre par-dessus. C'est beau? Fait que là, ils retardent un peu pour sortir. Fait que quand ils sortent, les gels sont passés. Là, vous avez moins de chance d'en perdre. Les asperges, mettez-là de la nourriture en masse. De l'herbe coupée, ça fait bien, ça nourrit beaucoup. Ça va les aider à pousser. Et là, vous êtes rendu à la 3e année. Récoltez pas trop de tiges encore dessus parce que si vous récoltez trop de tiges, vous n'aurez pas des nouvelles tiges qui vont faire du feuillage pour faire grossir la griffe. OK? Donc, s'ils ne sont pas trop grosses, les tiges, laissez-les aller. Cueillez-les pas pour rien. Vous n'aurez rien à manger de toute façon quasiment avec ça. Vous êtes aussi bien de la laisser monter
puis laisser faire du feuillage pour qu'elle puisse nourrir la griffe, puis l'année prochaine, elle ait grossi, puis que ça aille mieux. OK? Emma, il y a des bacs avec fond. Moi, je cultive en bac surélevé de 12 pouces, mais le fond est de la planche et le plancher de la terre. OK? Il y a toutes sortes de bacs, même en pot, en géotextile. Est-ce que vous allez parler dans une capsule future de toutes les sortes de bacs? Oui, oh oui, ça va venir, ça. Il n'y a pas de trouble, Emma. On va en parler. Je vais essayer de parler de ça assez vite parce que là, c'est rendu là. Mais il y a bien des choses qu'il faudrait que je parle en même temps. Puis moi, de mon bord, l'ouvrage n'avance pas quand je fais des capsules. Ça fait que là, en tout cas, j'espère continuer à avoir de la disponibilité pour vous alimenter, mais c'est sûr que moi, je suis dans le rush pareil comme vous pourrez l'être, là, et même plus parce que je gagne ma vie avec ça. Alors, on va essayer de parler des sujets les principaux. De toute façon, avec les questions que vous me posez sur ma page, ça m'aide, ça me guide à choisir le sujet d'une semaine à l'autre le dimanche. Là. Puis dans mes capsules aussi. OK? Ça me permet de choisir quel genre de capsule vous faire. Chantal, certaines de mes amis pincent leurs plants de poivrons pour qu'ils élargissent. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'ai jamais eu à le faire. Ils finissent de toute façon par faire des branches latérales pareilles. Tout ce que je vais faire, c'est d'enlever les fleurs s'il y en a qui fleurissent plus tôt. La plupart des variétés que j'ai cultivées jusqu'à date, ils ne fleurissent pas tant qu'ils ne sont pas rendus dehors et qu'ils se développent comme il faut. J'ai une variété qui a tendance à fleurir de bonne heure, c'est les piments forts, le piment. OK? C'est un piment fort. Mais pour ce qui est des poivrons, je suis tranquille avec ça. Comme tel, je n'ai jamais pincé la tête. Mais ça ne dérangera pas. Là. C'est que là, en pinçant la tête, il va à ce moment-là développer ses branches latérales plus rapidement. OK? Quel engrais, quel fumier, s'il vous plaît, pour semer du maïs et quand planter au jardin? Mon Dieu. Le maïs, ça, c'est la plante la plus exigeante qu'il n'y a pas dans le jardin. Ça demande beaucoup de fertilisants. Fumier, idéalement. Fumier de poule, ça fait un job formidable parce qu'il y a beaucoup d'azote dans le fumier de poule. Et le blé d'Inde, le maïs, il a besoin de beaucoup d'azote. Okay? Alors, allez-y avec un fumier comme ça, là, un fumier de poule, là, ça fait l'affaire. Moi, c'est ce que j'ai quelques poules et c'est ça que je fais. C'est que je sème mon maïs. Quand il a commencé à lever, je fais un petit sillon à peu près à 4 pouces des plants de mon rang. Je fais un sillon, je mets du fumier de poule dedans, je renterre. Puis là, il va se nourrir. Julie, tu as levé la main. Parler de granules de fumier de poule ou du fumier de poule direct? Il peut y avoir un peu de litière dedans de copeaux de bois. Là. Bien, souvent, on met de la ripe là, pour les poules. S'il n'est pas trop riche en ripe et que le fumier est quand même très présent, ça peut convenir aussi. On peut le prendre pur, dans le fond. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs mois avant de l'utiliser. Non, tu peux le mettre tout de suite. Le fumier lui-même de poule, déjà, va dégager son azote puis tout ça. Fait que oui, tu peux l'utiliser tout de suite, le fumier de poule. Parfait, merci. Bienvenue. Non, des cucamelons, là, cucamelons, je n'avais pas cultivé ça. Mais toute plante va avoir besoin d'une acclimatation si vous l'avez parti en dedans. C'est la réponse que je pourrais vous donner, Raymond. OK? OK, tout type de plante a besoin d'une acclimatation. Là. Ça ne dépend pas de la sorte de plante, c'est toutes les plantes en ont besoin. Est-ce que c'est bon le sarclage des rangs ou si le paillis règle le problème? Bien, c'est ça, c'est que si tu as un paillis, tu n'as plus besoin de sarcler, tu n'as plus besoin de piocher, tu n'as plus besoin de désherber, tu n'as plus besoin de décompacter ton sol, tu n'as plus besoin d'aérer ton sol après une pluie forte qui a compacté ta terre parce que tu es tout nu. Tu règles tout ça, tes problèmes. Là. Tu vas vendre ton sarcleur. Okay? Ta pioche, là, tu vas la vendre à quelqu'un d'autre qui continue à ne pas mettre de paillis parce que toi, tu n'auras plus de besoin. Moi, jamais je touche à une pioche dans le jardin, à part au printemps quand pour faire mes rangs. C'est tout. OK? Alors, le paillis, là, en plus de nourrir ton sol si tu prends le bon paillis, contrôler les mauvaises herbes, garder l'humidité, tu te sauves l'ouvrage. C'est la seule opération que tu as à faire dans le jardin, mettre un paillis en mettant le bon. Alors, là, moi, je mets des paillis de feuilles dans les rangs, là où je marche, dans les allées, je veux dire, là où je marche, dans mon jardin. Je mets du paillis de feuilles parce que ça, j'en ai en masse. Un beau paillis de feuilles tout déchiqueté. Je vous l'ai montré dans d'autres capsules d'ailleurs. J'en ai disponible encore si jamais il y en a qui veulent expérimenter ça. Là. Je vous dis tout de suite, si vous commencez à expérimenter ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Il n'y a rien de meilleur que ça. Moi, mes clients qui ont commencé à goûter à ça, là, ils ne jurent que par ça maintenant. Fait que je vends des voyages de paillis, de feuilles.
aux gens qui en ont besoin, puis ils ont la paix pour tout l'été, ils n'ont pas de sarclage dans le plate-bande de fleurs ou de jardin, tout ça. Et l'herbe aussi, l'herbe coupée dans les rangs de jardin potager, c'est super bon. Je vous en montrerai un jardin comme éventuellement dans un autre live qu'on fera plus tard. OK? Je partagerai mon écran, puis je vous montrerai un jardin que je cultive ici. Autre chose, je vous dis ça tout de suite, parenthèse, je pense. Vous me ferez savoir, pas nécessairement sur le chat, là, mais sur ma page, si l'idée d'avoir des visites guidées chez moi au courant de l'été vous plairait. S'il y aurait des gens qui s'intéresseraient d'avoir des visites guidées chez moi au courant de la saison pour mieux voir là, ce que j'explique au courant de la saison. Le voir pour de vrai. Là. Okay? Parce que là, je pense à ça, là, je pourrais peut-être organiser des petites visites guidées. Il y aurait un frais, mais le frais ne serait pas si énorme que ça vaudrait la peine. Alors, vous me donnerez vos réponses sur ma page Facebook là, ou par Messenger là, pour me donner une idée si ça vaut la peine que je lance cette pratique-là. OK. Monsieur ou Madame Choquette, quand vous parlez de paillis, voulez-vous dire de la paille, du gazon, du foin, quoi le meilleur? Moi, c'est ça, je pense que je viens de vous répondre en répondant à l'autre personne. Utilisez ce que vous avez chez vous. Ne cherchez pas à acheter des matières qui se vendent cher ou qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, comme la paille, par exemple. Bien, paillis, ça vient du mot paille, OK, ça part de là, mais comme tel, toute matière organique non décomposée, matière végétale non décomposée, peut servir de paillis. Même les plantes aquatiques qu'on récolte sur le bord des fossés ou tout ça, là, ça peut servir de paillis lorsque c'est haché. Il faut que ça soit haché assez fin, justement, pour être capable de bien s'étendre uniformément à raison d'1 pouce d'épais environ. Donc, mais l'idéal, ce que vous avez chez vous, ce que vous pouvez prendre l'habitude de prendre, c'est les feuilles des arbres qui sont gratuites, qui tombent à l'automne, qu'on se débarrasse, qu'on ne sait pas trop comment se débarrasser de ça, là, puis qu'on met encore trop dans des sacs de plastique à usage unique sur le bord du chemin, puis ramassé par un camion de 10 tonnes qui fait des gaz à effet de serre. Là. Regarde, pour aller se faire composter au lieu de servir de paillis, alors que dans la nature, cette matière-là commence par être un paillis avant de devenir le compost en dessous. Puis le compost, pas besoin de le faire, il se fait tout seul. Donc, c'est de remettre les choses dans l'ordre tout simplement. Alors, feuilles, paillis de feuilles, paillis d'herbe coupée, votre pelouse, quand vous tondez, vous la mettez verte dans vos plates-bandes à raison d'1,5 pouce, 2 pouces. En séchant, ça va tomber à peu près 1 pouce d'épais. C'est l'épaisseur normale. Et vous allez à ce moment-là nourrir votre sol, votre jardin potager avec ça, vos plates-bandes de fleurs. Et puis, ça va devenir un beau jaune doré. C'est formidable de travailler avec ça. Alors, ça, ce sont des paillis. Okay? Paillis, c'est une matière organique qu'on met en surface pour protéger le sol. C'est beau. Suggestion, un autre livre. Bon, Diane, je ne sais pas si tu avais une idée en tête à ce niveau-là, là, mais écoute, la plupart des renseignements que je vous donne là, c'est dans le livre Zéro mauvaise herbe, c'est possible. Là. Je l'ai écrit justement pour vous donner tous ces renseignements-là par écrit. Zéro mauvaise herbe, c'est possible. Il y a ça sur mon site web, sergefortier.com. Vous pouvez aller voir ça. Peut-on prendre du paillis d'écorce de noix de coco? Oui, vous pouvez le faire, mais vous allez le payer. OK? Ça fait que mais vous pouvez le faire si vous avez le goût, là, puis vous avez l'approvisionnement, parce qu'il n'est pas toujours disponible. Mais c'est un paillis qui coûte assez cher. La noix de coco, ça fait un beau paillis brun là, qui, à un moment donné, vous allez voir, ça va moisir là-dedans, par exemple. Là, quand vous l'étendez, puis quand ça devient humide, il va se développer une moisissure dedans, puis là, il va comme figer là. Ça se décompose quand même assez vite. C'est peut-être pas l'idéal pour un jardin potager, surtout pas si vous avez des grandes surfaces à faire. Si vous tenez à avoir de la noix de coco, des écorces de noix de coco, faites-les pour vos plates-bandes de fleurs qui sont souvent plus réduites que la surface du jardin au complet. Hein? Alors, c'est ça. Sinon, ça va vous coûter une fortune. Merci, Ginette, pour tes remerciements. J'ai de la misère à comprendre comment on peut mettre de l'herbe coupée dans le jardin et que l'herbe ne germe pas. OK. Bon, je m'en doutais d'Annika que cette question-là viendrait me demander. C'est la grande peur de beaucoup de gens parce qu'on ne vous le renseigne pas correctement là-dessus. Bon, premièrement, les poils que tu coupes, là, ça ne germe pas, ça ne pousse pas, ça ne s'enracine pas, ça. OK? Ça va sécher et ça va se décomposer au sol. Ce qui peut germer, c'est des graines qu'il pourrait avoir dans ta pelouse. Mais ils ne germeront pas si tu travailles avec l'épaisseur que je te parlais tantôt. Okay? C'est que tant que tu es en haut d'1,5 pouce d'épais, c'est un peu plus qu'1 centimètre, 1,5 pouce, là,
Mère Nature considère que le sol est bien protégé. Puis ça, c'est la loi des vêtements de la terre que j'explique d'ailleurs dans le livre Zéro mauvaise herbe, c'est possible. C'est la loi qui oblige les sols à être protégés par des végétaux. Alors, si toi, tu ne les protèges pas avec des végétaux de ton choix, morts ou vivants, c'est-à-dire soit des paillis, des plantes mortes ou des plantes vivantes qu'on appelle des couvre-sols, si tu ne le fais pas avec des plantes de ton choix, c'est sûr que Mère Nature va cacher le sol avec des plantes de son choix. Hein, ça, vous le savez. Jamais une terre reste à nu dans la nature. Donc, ça, là, on ne peut pas se battre contre ça. Fait que, ou tu le caches ton sol, ou tu te bats avec. Okay? Parce que tu te bats avec Mère Nature. Fait que les graines que tu vas avoir pour revenir au paillis d'herbe, si tu as des graines dans le paillis d'herbe, c'est un paillis qui va rester aéré, ça. Okay? Alors, quand il pleut, mettons, pendant 3 jours, puis tu as des graines dans le paillis qui, là, sont humides parce que le paillis est humide, je ne veux pas, puis qui arrête de pleuvoir, le paillis sèche entre les pluies et les graines qu'il y a dedans, qui pourraient être en mesure de germer, vont sécher à leur tour, donc tu n'auras pas de germination. Pour ce qui est des graines qui sont relativement en surface. Les graines qui sont dans le fond de ton paillis, plus profond, il y a assez de paillis par-dessus pour que Mère Nature dise « Mon sol est protégé par une couche de paillis. Je n'ai pas besoin de faire germer des graines. Moi, les garder en réserve parce que si jamais le paillis s'amincit, j'aurai ce qu'il faut pour cacher le sol en faisant germer ces graines-là. » C'est ça. C'est le même qu'elle parle. Ben, c'est le même qu'elle m'a parlé, Mère Nature. En tout cas. Ça a bien du sens, je vais vous dire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne de toute façon. OK? Alors, tant et aussi longtemps que vous avez un paillis adéquat qui est au-dessus d'un demi-pouce d'épais, donc un demi-pouce à 1 pouce d'épais, il n'y en aura pas de germination, même si tu es bourré de graines de pissenlit dans ton herbe que tu as mis là. Okay? À partir du moment où tu vas le laisser se décomposer, puis parce que là, les vers de terre te mangent ça par en dessous, puis que là, ça tombe en bas d'un demi-pouce, là, il va se mettre à germer des graines. C'est un peu la manière que Mère Nature va te dire, là, Danica, là, si tu ne rajoutes pas de paillis, c'est bien de valeur, mais moi, je vais couvrir ta terre avec des mauvaises herbes. Parce qu'il faut que je cache mon sol. Tant pis. OK? Bon. Mère Nature, elle ne le fait pas méchamment. Elle le fait parce que c'est toujours ça qu'elle a fait. C'est à nous autres de comprendre cette loi-là. OK? Alors, à ce moment-là, il s'agit simplement de rajouter de l'herbe par-dessus un peu plus tard dans la saison. Assez souvent, quand tu pars avec la bonne épaisseur, tu vas être tranquille pendant un mois et demi avant de devoir en rajouter un petit peu par-dessus pour à nouveau aller chercher la bonne épaisseur. C'est beau? Mais de l'herbe, t'en tombes à tous les semaines. Ça fait que c'est pas compliqué. Tout le long de l'été, tu peux en avoir. Fait qu'une fois de temps en temps, tu mets ton sac en arrière de la tondeuse, tu ramasses, tu fais ta récolte de paillis quand tu en as besoin. Puis la semaine que tu n'as pas besoin, tu tombes et tu fais de l'herbicyclage. Tu laisses l'herbe là, dans ta pelouse. OK? Fait que ça, c'est bien expliqué d'ailleurs dans le livre Zéro mauvaise herbe. Bon, Marie-France, mon Dieu, qu'il y a des messages encore beaucoup. Oui, mais on ne peut pas se promener comme on veut. Comment ça, tu ne peux pas te promener comme tu veux, Marie-France? Tu veux dire quoi, là? Quand tu as du paillis, ben, tu marches dessus, mon Dieu Seigneur, il n'y a aucun problème là. Au contraire, justement, tu ne te saliras jamais les pieds quand après une pluie, tu n'auras pas de boîte après les pieds. Mais si tu voulais dire d'autres choses, là, je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle parle de la visite chez vous. Oui, pour aller vous visiter. Excuse, Marie-France. Non, là, tu me joues un tour, c'est ça. Quand on a juste des petits bouts de phrases, c'est difficile de... OK. Ouais. Ben oui, je le sais qu'on ne veut pas se déplacer comme on veut, là, tout dépendant des régions dans lesquelles on est, mais là, ce serait des petits groupes de 10 seulement avec les règles de base là, de distanciation puis les masques, là, si jamais je fais des visites. Mais c'est à voir, là, tu sais, je veux voir. Moi, ici, je suis en zone orange. Toi, Marie-France, tu es en zone jaune ou orange? Orange. Bon. Fait que, on pourra voir. Jusqu'à mardi prochain. Ah ouais? Il va mardi en mardi avec le go, là. Ouais. C'est sûr qu'on est toujours avec un point d'interrogation dans le front, mais en tout cas, à un moment donné, on va essayer de faire, de quand même créer des activités sans non plus exagérer. On n'est quand même pas comme des comment ils appellent ça, là, des complotistes là, qui ne respectent pas aucune loi et qui se réunissent 50 dans un appartement, là, quand même. Là, fait que, il y a moyen quand même de rester raisonnable puis de participer à des activités, puis que tout le monde va être bien heureux, puis on ne transmettra pas la COVID pour ça. Là. Merci. Oui, on veut visiter. OK, c'est ça, il y a des gens qui m'ont écrit là-dessus. C'est où chez toi? Quelle municipalité? Moi, je reste à Sainte-Marie-de-Blanford, c'est dans le centre du Québec. Ça, c'est beau. Oui, c'est beau. OK, c'est pour ça qu'il y a bien des questions. C'est parce que plusieurs ont répondu sur le chat pour ce qui est des visites. Là.
si tu t'es débarrassé de ta pioche, comment tu renchoses tes plants? Je ne renchose pas mes plants. Je n'ai même pas besoin de renchausser mes patates, Jasmin. En mettant un paillis, je n'ai pas besoin de renchausser mes patates. Les patates, même s'ils poussent en surface, ils ne voient pas le soleil parce qu'ils sont en dessous du paillis. Alors, c'est les seuls plants que j'aurais à renchausser, dans le fond. Les patates. Oui, mais excuse-moi, un navet, les navets, il faut toujours renchausser ça. Non, les navets, les carottes, les betteraves, les navets, les radis, ça pousse à l'extérieur du sol. Tu n'as pas besoin de le renchausser. Hein? Mais non. Écoute, je cultive depuis longtemps, mais tout le temps renchaussé, je ne comprends pas. OK, écoute, ça fait pareil, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu pourrais éviter ça, Jasmin, si tu veux. Tu vas avoir des beaux navets pareils. Serait-il possible d'avoir de l'information au moment donné à savoir quel légume planter avec quel autre légume, mariage bénéfique? Bien, moi, vous dire, bien franchement, dans un jardin, même les professionnels ne se battent pas de ça. Comment il s'appelle? Jean-Martin Fortier, là, hein, vous connaissez Jean-Martin Fortier là, qui cultive le jardinage bio, tout ça. Là. Ils ne se battent pas de ça comme tel, les associations de plantes dans les jardins potagers. Il ne faut pas se casser le bicycle avec ça. Là. Il y a assez d'autres préoccupations plus importantes. Ne vous inquiétez pas pour ça, Sylvie. On ne l'a jamais fait. Ce qui est important, c'est les rotations. Mais les mariages de plantes, pour certains insectes, ce qui est bon, c'est de faire de la diversité dans le jardin. Mais comme tel, dans un jardin, ils sont souvent relativement petits vos jardins. Alors, tout est comme mêlé d'une manière ou d'une autre. Et puis, chacun fait ce qu'il a à faire. Comme par exemple, on dit tomates et basilic. Bien, tomates et basilic, là, d'un, c'est bon quand on mange ça, là, tomates et basilic, là, mais les deux plantes, ils s'accommodent très bien l'une avec l'autre, mais ils ne s'entraident pas pour autant. Là. OK? Où déposeriez-vous bois ramial fragmenté dans les allées? Ben, tu pourrais en mettre, mais ça se décompose moins vite que les feuilles. Si tu en as disponible, ça peut toujours faire dans les allées de jardin. Ça va être réenfoui, mais c'est plus long. Et puis, tout dépendant du type de bois ramial fragmenté, s'il y a beaucoup de copeaux de bois, que c'est bien riche en carbone, ça va soutirer de l'azote de ton sol. Puis à ce moment-là, tes plantes ont moins d'azote pour se nourrir. OK, ça, il y a une question de décomposition, là, puis de rapport carbone-azote des matières. Alors, plus tu t'en vas vers une matière qui est carbonée, c'est-à-dire plus tu t'en vas vers du bois, comme le paillis de cèdre, c'est très carboné. On parle de 500 pour 1 des copeaux de bois, puis le paillis de cèdre. 500 pour 1, alors que pour que ça se décompose bien, il faut qu'il y ait entre 30 à 50 pour 1. Donc, il y a beaucoup trop de carbone, et puis à ce moment-là, l'azote qui manque va être soutiré de ton sol par les bactéries et les champignons pour être capable de décomposer le bois, les copeaux. C'est plus tard, après 2 ans, 3 ans, quand les copeaux commencent à noircir et à se décomposer, que là, il y a une libération de ces éléments-là. C'est juste là que ça commence à être nutritif. Mais avant ça, tu perds en éléments nutritifs. Donc, mollo au niveau du BRF dans les jardins, ou sinon, que ça en soit du vrai, des petites branches, OK? Des petites branches, là, d'1 an, maximum 2 ans. Là, il n'y a pas trop de carbone dedans ça, puis il y a plus de sève, tout ça, donc là, c'est plus nutritif. Si vous avez de la qualité comme ça, je ne dis pas non. Ça, là, vous pourriez y aller avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des semis de betterave et de rutabaga étiolés? Peut-on enterrer jusqu'au cotylédon? Ben, bon, première des choses, vous êtes bien mieux de semer direct, Julie, en pleine terre, ces types de plantes-là. Faire des semis, c'est jamais bien, bien avantageux. Parce que c'est des plantes, premièrement, qui font des tiges, des racines pivotantes. Puis là, dans le pot, bien souvent, la racine, elle se tortille. Et puis, comme vous dites, là, ça fait des plants étiolés qui causent des chances de ne pas supporter la transplantation. Là. Alors, borderez-vous plus de ça dans la maison, de faire des semis de ça. Jamais on fait des semis de betteraves, de navets, puis de carottes à l'intérieur. Faites ça dehors. Ils vont avoir le temps en masse de pousser dehors. Ça va être bien moins de trouble pour vous. Bien, bien, bien moins de trouble. Pour les smart pots, pour en géotextile, on prend du paillis de feuilles ou de gazon. Peu importe que ce soit dans quel pot, là, smart pot, bac de bois, bac de plastique ou en pleine terre, dites-vous que le paillis, ce n'est pas pour nourrir le bac, c'est pour nourrir les plantes que vous avez dans vos contenants. Alors, le paillis d'herbe sera toujours le meilleur pour nourrir les types de plantes que vous cultivez. OK? Le paillis de gazon. Les feuilles, dans les allées, si vous êtes dans un jardin, ça, je mets des feuilles parce que le gazon, on en a souvent moins.
Et puis, le gazon en a besoin de temps en temps aussi, fait que c'est important d'en laisser là, pas tout prendre durant toute l'année. Mais des feuilles, ça, on arrive à s'en ramasser beaucoup à l'automne en les préparant comme il faut, comme je vous ai montré dans mes capsules. Vous avez une matière que vous pouvez utiliser tout le long de la saison de l'été suivant, le printemps suivant puis l'été suivant. Les feuilles, ça se conserve. Le gazon, c'est frais tondu qu'il faut l'appliquer. OK? Donc, c'est juste dans la saison qu'on peut en avoir là-dessus. Mais ça sera toujours le meilleur. Dites-vous que c'est toujours les plantes qui ressemblent aux plantes que vous cultivez. Le paillis de plantes qui ressemble aux plantes que vous cultivez qui va être le meilleur pour ces plantes-là. Les feuilles, ça vient des arbres. OK, c'est la partie verte de l'arbre. C'est quand même la partie la moins carbonée. Donc, c'est pour ça que c'est convenable pour les jardins. Mais ça ne bat pas le gazon. Là. OK? Ça ne bat pas les plantes herbacées. Puis un gazon, je ne parle pas avec des petits poêles là, de gazon style terrain de golf. Vous avez des pissenlits là-dedans, vous avez d'autres choses, du trèfle. C'est toutes des plantes herbacées. Ça va tout faire la job là, comme paillis dans votre jardin. OK? Et les paillis de mauvaises herbes, ça fait l'affaire aussi. Le feuillage de mauvaises herbes. Bon, là, on achève. Je vais essayer de... Je vais filer vite pour les questions. Il y a encore 42 nouveaux messages. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais il y a beaucoup de merci. Donc, ça va. Je vais rouler assez vite. OK. Quelle heure qu'il est, au fait, là? Oui, mon Dieu Seigneur, que le temps passe vite. OK, non, Colin, c'est déjà fini. OK, c'était le total des messages, j'imagine. Alors, écoutez, c'était ça pour ce soir. Donc, je vous souhaite une belle semaine de jardinage. Comme je vous disais, je vais vous mettre comme capsule cette semaine la manière que je protège mon ail contre les insectes, contre la teigne de l'ail. Mais la manière que j'installe ça pour mon ail, c'est ça aussi que je fais pour les brocolis, les choux, là, quand va arriver les papillons blancs là, qui pondent leurs œufs puis qui fait des vers là, dans les choux puis dans les brocolis, là. C'est le même type de protection. OK? Je vais vous montrer aussi, j'ai disponible des cerceaux, là, parce que là, j'ai du filet que je peux vous fournir. J'en ai encore un peu. Mais j'ai aussi les cerceaux en aluminium. C'est des tiges d'aluminium 1/4 qui ne rouillent pas dans la terre et qu'on peut planter à ce moment-là chaque bord du rang pour supporter votre filet. Maman, tout, je vous montrerai ça dans la capsule au courant de la semaine. Alors, je vous souhaite un bonsoir et puis on se dit à la semaine prochaine ou au courant de la semaine si vous avez des questions sur ma page Facebook. C'est bien beau? Alors, bye tout le monde. Au plaisir. Merci, bonsoir. Bienvenue, Sylvie. Au revoir. Merci.